Alors, bonjour Martin, après maintes reprises et efforts, j'espère que ceci va être la bonne. Alors aujourd'hui, je te présente TEACH. TEACH veut dire traitement et éducation des enfants autistes ou souffrant de handicap de communication apparenté. Donc, je vous explique un peu pourquoi je l'ai choisi. Parce que TEACH, c'est une approche qu'on voit assez vite et qu'on ne voit pas trop les bases, on ne sait pas d'où que ça vient, comment ça a été conçu, c'est quoi le but de cette approche-là. Alors, moi, comme j'ai fait mes stages à l'école Joseph Franklin, j'ai dû travailler avec cette approche-là et aller approfondir mes connaissances pour bien intervenir auprès des enfants avec cette approche-là. Donc, je trouvais intéressant de vous apporter ce que j'avais fait, les recherches que j'ai apportées. Donc, c'est ça, je vais faire un bref historique. Dans le fond, l'historique de cette approche-là, c'est Eric Schnauper, qui est le fondateur de cette division TEACH-là. C'est un programme qui a été élaboré par un projet de recherche en 1966. Ça a été élaboré parce que les parents avaient besoin de techniques comportementales et des méthodes éducatives spéciales pour venir en aide à leurs enfants qui avaient certaines problématiques. C'est un programme qui a été reconnu officiel en 1972. Ça fait plus de 30 ans qu'il est instauré aux États-Unis, mais au Québec, ça fait pas aussi longtemps que ça. On travaille de plus en plus avec, mais il n'est pas encore instauré partout. C'est pas juste d'un besoin pour les parents, mais aussi d'un besoin des éducateurs de développer un savoir-faire spécifique avec les personnes autistes. En gros, c'est ça l'historique. La clientèle qui est visée, c'est pour tous les âges. Pour les personnes autistes, ceux qui ont des troubles sévères du langage, puis des troubles apparentés du développement. Donc, c'est un programme qui suit la personne tout au long de sa vie. TEACH, là, il peut rentrer à l'âge de 1 an puis quitter à 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour l'utiliser. Alors, TEACH a un grand concept. Il y a la compréhension du sujet qui est un peu l'approche développementale avec laquelle on travaille. L'approche développementale, c'est de comprendre les comportements de l'enfant. Pourquoi il fait ça, dans quel but il le fait, c'est de bien saisir ses comportements pour bien les évaluer et pouvoir mettre les moyens efficaces pour résoudre les attitudes inadéquates. Aussi, l'aide apportée aux autistes demande une adaptation. Donc, l'enfant doit s'adapter à l'environnement, à la société, à la communication. On doit faire en sorte que l'enfant s'adapte à tout ça, mais aussi, il ne faut pas seulement adapter l'enfant, mais il faut aussi adapter l'environnement, la communication à l'enfant. Donc, quand on travaille dans les deux sens, c'est plus facile de s'adapter. Aussi, c'est un travail qui repose sur la collaboration entre parents professionnels. C'est primordial. On ne peut pas passer à côté de tout ça. Donc, si on a une bonne collaboration avec les parents puis les professionnels et qu'on travaille dans le même sens, les résultats vont arriver plus vite. C'est plus facilitant aussi quand on stimule beaucoup, mais dans le même sens. Donc, on n'a pas à recommencer à chaque jour. Étant donné que c'est des enfants qui ont aussi de multiples problématiques, ils doivent rencontrer beaucoup de spécialistes, comme l'ergothérapeute, la physiothérapeute, l'orthophoniste, la travailleuse sociale. Ils en voient beaucoup. Donc, il faut communiquer, nous, en tant que professionnels, avec les autres professionnels. Par exemple, moi, l'orthophoniste m'arrive un matin et elle me dit j'ai rencontré ce jeune-là hier, puis on a convenu qu'on voulait travailler le développement du langage. Donc, on veut qu'il soit capable de prononcer son nom. Mais nous, on va faire des activités prétextes pour que l'enfant puisse prononcer son nom puis le travailler souvent. Pour que lorsqu'il va arriver avec l'orthophoniste, mais qu'il y ait une petite base qu'elle puisse continuer. Pour pas que ça prenne des années à avoir un résultat, mais c'est beaucoup de stimulation pour un petit résultat, mais qui en vaut tellement la peine, là. Donc, la collaboration professionnelle-parent, c'est primordial pour le développement de l'enfant. Aussi, c'est un travail qui est individualisé. Et quand on dit que c'est individualisé, c'est parce qu'on respecte le rythme de l'enfant, le stade de développement de l'enfant. C'est pas chaque enfant qui est rendu à la même place. Et si l'enfant est rendu à faire des additions, ben on fait faire des additions. Si l'ensemble de la classe est rendu aux soustractions, ben c'est pas grave. Lui qui est rendu aux additions, on continue là-dedans. Puis tant ou son temps qu'il n'aura pas bien saisi, on va travailler ça, on va apporter des nouvelles idées, des nouveaux trucs pour qu'ils comprennent le concept. Aussi, c'est vraiment de respecter le rythme de l'enfant.
c'est pas tout le monde qui est au même stade, donc on respecte ça et on va travailler les difficultés de l'enfant. Aussi, c'est un travail qui repose sur l'enseignement structuré. L'enseignement structuré, c'est dans le fond, on structure l'espace, les actes quotidiens, le temps, l'environnement. On structure beaucoup, on structure tout. Parce que dans le fond, on veut développer l'autonomie de la personne. Donc, avec une structure, ça permet à l'enfant d'avoir une certaine autonomie, d'être capable de faire les choses par lui-même. Donc, quand on dit qu'on structure l'environnement, je sais pas si tu vois bien, mais ça ressemble pas mal à ça quand on dit qu'on structure l'environnement. C'est que on met un pupitre à un endroit calme et paisible pour l'enfant, à l'extérieur des bruits dérangeants. Par exemple, moi à l'école Joseph Paquin, il y avait une étagère avec 3 tablettes, un pupitre, une chaise. Sa première tablette, c'est le matériel personnel. Crayon, efface, le strict nécessaire pour être capable de répondre aux exigences du cours. La deuxième tablette, c'était 2 paniers. Un panier de français, un panier de mathématiques. Avec une image, un signe pour que l'enfant saisisse bien le panier, puis qu'il voit c'est quoi la matière qu'il y a dedans. Ensuite, sur la 3e étage, est au niveau du pupitre de l'enfant. Il y a un panier numéroté 1 et un panier numéroté 2. Dans le panier numéro 1, on met le travail que l'enfant doit faire. On met du travail selon la concentration de l'enfant. Un enfant peut se concentrer entre 10 à 60 minutes. Donc, si on sait que l'enfant peut se concentrer environ une demi-heure, on va faire en sorte de le faire travailler pendant une demi-heure. Donc, on va mettre le matériel nécessaire pour une demi-heure. Et l'enfant, on fait apprendre que quand il a terminé un travail, il le met dans son panier numéro 2, il prend un autre travail dans le panier numéro 1 et il fait. Quand il a terminé, il le met dans le panier 2. Alors, c'est ça quand on parle de structuration de l'environnement. Quand on structure les activités, comme je dis, si on travaille avec les paniers numéro 1, numéro 2. Je vais vous montrer un exemple. C'est ça, en gros, des paniers quand on travaille les couleurs. Il faut concevoir beaucoup de matériel pour faciliter la compréhension. Aussi, on structure le temps. Donc, quand on arrive le matin, il y a une belle horaire au tableau avec toutes les étapes de la journée. On a aussi un truc écrit, un pictogramme, écrit imprévu. Fait que quand un imprévu se procure dans la journée, mais on le met, puis on dit, regardez, on a un imprévu aujourd'hui. Alors, au lieu de faire ça, on explique et on passe à l'imprévu. Mais c'est ça, c'est vraiment important de dire à l'enfant, l'orienter dans le temps parce qu'il y en a que c'est difficile. Donc, par exemple, un enfant qui a de la misère à structurer, on va lui mettre, mettons, un pitot sur son bureau, français. Là, on fait du français après jeu libre. Donc, je veux que tu me fasses 5 numéros et après, tu vas avoir une activité de jeu libre. Mais souvent, on dit, là, c'est du français, tu restes au français et après, on va faire autre chose. Mais souvent, on ne dit pas ce qu'on va faire étant donné qu'on risque de désorganiser l'enfant. Donc, c'est ça. Aussi, on structure les actes quotidiens. Par exemple, un enfant a de la difficulté à se laver les mains. On va créer une séquence pour cet enfant-là pour qu'il puisse apprendre à bien se laver les mains. Donc, plus on stimule, plus que l'enfant va saisir les étapes qu'il doit faire pour bien se laver les mains. Donc, je montre un petit exemple, mais on ne voit pas très bien. Mais c'est ça, on fait des séquences. Donc, comme on vise l'autonomie, ça, on va concevoir un cartable avec chaque enfant a leurs propres objectifs. Mettons, se laver les mains. Fait que, par exemple, au lieu de suivre toujours l'enfant, pour dire tu fais ça, 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 on lui donne une feuille, comme ça, avec la séquence, et on dit va te laver les mains. Fait que lui, il va suivre, un coup qu'il a fini, il va tourner le pitot de bord.